Bonsoir, il est 17h01, c'est le jeudi de l'actualité. C'est notre deuxième épisode depuis le siège du syndicat national des journalistes tunisiens. C'est notre émission, comme d'habitude, comme chaque jeudi. On continue à la faire en live streaming sur mon mur et sur la chaîne YouTube ML Chef. Vous êtes les bienvenus. Comme chaque jeudi, on va commencer avec le tour de table. On va commenter l'actualité. Bonsoir, Moazafea. Bonsoir, Amel. Ça fait plaisir d'être à la SNJT. Vraiment, c'est un endroit qui est très, très particulier pour moi. Donc, ça me fait rappeler des souvenirs depuis 2011. Donc, bienvenue tout le monde à la SNJT, quoi. Bien sûr, Mahbé, je suis ravie de te retrouver. La semaine dernière, tu fêtais une nouvelle avec la famille, Mabou. Oui, merci beaucoup. Cette semaine, au retour au boulot, au travail. Oui. Donc un petit salut, un petit coucou à Nédia qui ne peut pas être avec nous ce soir parce qu'elle a des engagements professionnels avec son journal. On va faire comme d'habitude, Moaz, le tour de table, le commentaire de l'actualité la plus importante. Et on va commencer par l'événement qui attend les Tunisiens ou qu'attendent les Tunisiens et les Tunisiennes, je ne sais pas. Il s'agit bien sûr du deuxième tour des élections législatives de l'après-constitution 2022. Ce sera le dimanche 29 janvier. Qu'est-ce qu'on peut dire autour de ce deuxième tour, Moaz? Surtout qu'au deuxième tour, il y a ce qu'on appelle des one-to-one, une sorte de compétition en direct entre deux candidats, les deux candidats qui ont eu les scores rapprochés lors du premier tour. Et on revient aussi sur les déclarations du vice-président de l'ISI qui prévoit 30% de taux de participation cette fois-ci. Bon, tu as posé la très bonne question, je pense, Emel. Est-ce que vraiment les Tunisiens attendent ce deuxième tour des élections? Est-ce que vraiment ce deuxième tour des élections et l'élection de 161 personnes, donc à la tête du Parlement, au niveau du Parlement, va changer le quotidien des Tunisiens? Donc je pense que c'est la question qu'on doit poser. Une partie de la réponse était là, donc le 17 décembre, avec le premier tour et un taux de participation très très faible, 8,8%. Et je pense qui a sauté qui a sauté, et on ne sait pas comment il a sauté. Bon, on ne va pas retourner, on a parlé de ça. La calculatrice de l'ISI a voilà, exactement. Donc, mais je pense les mêmes instruments et la même méthodologie ne peut pas donner d'autres résultats. Vraiment, on sent que ce sont des élections incolores, inodores. Moi, personnellement, parce que je suis intéressé par les affaires publiques et surtout parce que je travaille comme étant chroniqueur aussi, j'ai jeté un coup d'œil sur la campagne électorale, surtout ce qui se passe au niveau de la chaîne de la télévision nationale, donc les one-to-one entre les candidats, mais j'ai aussi vu les chiffres sur YouTube. Les chiffres de nombre de visions. De nombre de visions, voilà. Le nombre de vues, au fait. Le nombre de vues. Donc, il y a une vidéo qui, je pense qu'elle a 24 heures, qui a fait, je pense, 100 et quelques vues, avec zéro commentaire et zéro interaction. Donc, ça montre vraiment que les Tunisiens, je pense, qu'ils ne sont pas intéressés des élections. Bon, et tu as parlé de l'ISI, donc M. Mehejdidi qui nous a donné une prédiction. Bon, en lisant les textes de loi qui organisent l'instance l'ISI, je ne pense pas que le rôle de l'ISI c'est de prédire des résultats ou donner des conseils. C'est le rôle. Voilà, c'est le rôle des bureaux de conseil qui travaillent sur des statistiques, des bureaux d'études et des chiffres. Je ne pense pas que l'ISI peut devenir Madame Soleil ou elle a la prédiction ou je ne sais pas. Bon, peut-être ils ont des indicateurs, mais je pense déclarer un taux tel qu'il a déclaré M. Mehejdidi, c'est de mettre de la pression sur l'ISI, c'est une auto-pression, et après, même si on a 20, 30% ou 40%, donc qu'est-ce qui va changer? Est-ce que vraiment ce Parlement-là va changer le quotidien des Tunisiens en lisant la Constitution de 2022? Est-ce que ce Parlement-là, il aura les prérogatives nécessaires
d'adopter des lois donc, qui vont changer le quotidien des Tunisiens sur tous les plans, santé, éducation, économie, pouvoir d'achat. Moi, vraiment, malheureusement, je ne le pense pas et je ne pense pas qu'on va atteindre un taux de 30%. Les 30%, on les a fait quand on a fait un référendum sur la Constitution et malgré ça, ça reste, je l'ai dit, un taux très très faible par rapport à un référendum constitutionnel de faire 30%, donc je ne pense pas qu'on va faire les 30% dimanche, surtout que le nombre il est restreint, donc il y a 2 candidats par circonscription, je ne pense pas qu'on aura ce taux-là. Voilà. On va voir, de toute façon on ne va pas jouer à la Madame Soleil. Oui, on va parler la semaine prochaine. On va attendre le dimanche et on verra voilà. les résultats en fonction des résultats, effectivement. Sauf que moi, je voudrais avoir ton avis aussi sur Abir Moussi et le PDL qui font siège devant le local de l'Organisation des Nations Unies, qui demande aux Nations Unies de ne pas reconnaître la légitimité des élections législatives premier, deuxième tour. Bon, il y a plus que 17 partis qui boycottent les élections depuis le premier tour et qui sont anti-25 juillet, ça c'est leur droit, personne ne peut le contester. Abir Moussi, le PDL ou n'importe quel autre parti politique a tous les droits de contester, de faire des manifestations, de faire des sit-ins, mais moi, c'est ma vision ML, je ne pense pas qu'un parti politique ou une association peut bloquer donc, une instance publique ou une instance privée, une structure privée tunisienne ou loin de là, donc une instance comme l'ONU ou une instance internationale, bloquer les accès, bloquer les entrées, donc c'est le siège donc les personnes qui travaillent au siège des Nations Unies en Tunisie n'ont pas travaillé depuis 4 jours. Pour moi, ce n'est pas du militantisme, ce n'est pas comme ça donc qu'on peut contester les décisions de Kais Saïed ou contester les politiques de Kais Saïed. Et après, demander à l'ONU de ne pas reconnaître la légitimité, qu'est-ce qu'on attend? Et après, donc si l'ONU ne reconnaît pas les élections, on ne reconnaît plus Kais Saïed comme étant président. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que, voilà, justement, donc je pense que Abir Moussi, elle a perdu un peu la boussole politique parce que là, elle est en train de déclarer une guerre contre tous les partis politiques, même les partis qui sont anti-25 juillet, contre les journalistes. Donc, on a vu qu'est-ce qu'elle a fait avec les journalistes. Elle ne veut pas faire des déclarations pour expliquer le rôle de pourquoi elle est en sit-in. Maintenant, contre des structures et des instances internationales, bon, je ne sais pas si elle va s'arrêter là où elle va continuer. On ne sait pas. Peut-être après l'ONU. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a après l'ONU. On va passer à Najla Bouden, la chef du gouvernement tunisien, qui vient de rentrer de Davos. Elle a participé aux travaux du forum de Davos. D'ailleurs, est-ce qu'on a une déclaration? Est-ce qu'on a un communiqué? Est-ce qu'on a un soupçon d'information sur les résultats de cette participation de Bouden, qui était accompagnée par Mme Nemsé, la ministre des Finances, et M. Abessi, le gouverneur de la Banque centrale. Et aussi, je voudrais qu'on revienne un peu sur la rencontre de Bouden avec la chargée des affaires de l'ambassade des États-Unis, Natasha Franceschi, il y a quelques heures. Exactement. Bon, peut-être que même les déclarations de Kais Saïed avant Davos et peut-être le débat qu'il y a eu après le discours de Kais Saïed ou les déclarations de Kais Saïed, je pense que j'ai l'impression que le président ou le débat qu'il y a eu même après au niveau de certains médias, on ne connaît pas qu'est-ce que c'est Davos. Davos, ce n'est pas un lieu ou une structure pour chercher des prêts ou pour chercher des crédits, loin de là. Donc Davos, c'est pour chercher des solutions à des problématiques économiques internationales. Donc là, c'est un autre aspect, un autre volet, c'est un autre sujet, c'est un autre volet. Mais je ne pense pas, malheureusement, que la Tunisie, aujourd'hui, peut porter des solutions macro de ce genre-là pour le monde ou pour la région MENA ou pour autres. Mais c'était une occasion, c'est vrai, de voir Najla Bouden de faire des réunions ou one-to-one, surtout avec la directrice du Fonds monétaire international et tout. Mais on n'a pas toujours
on ne va pas revenir, Amel, à la communication de la présidence du gouvernement ou de la présidence de la République. Même aujourd'hui, concernant notre accord avec le FMI, qui a été évoqué par donc la chargée des affaires de l'ambassade des États-Unis, mais on ne sait pas on est où. Mais on est toujours au niveau de cette photo. Avec beaucoup de rapprochements entre Bouden et la chef du FMI. C'est tout. C'est la seule information qui a été diffusée par le gouvernement tunisien. On peut pas tirer des conclusions sur ce genre de photos. Je sais très bien que la directrice du Fonds monétaire international, c'est une féministe qui porte vraiment la cause féministe. Elle est contente qu'une femme, elle est je suis à la tête d'un gouvernement, donc elle essaie de la supporter, de la soutenir, mais ça ne veut pas dire qu'elle va lui attribuer un prêt, parce que ce n'est pas elle qui décide, c'est le conseil d'administration qui décide. Mais là, je pense, c'est une lecture et ce n'est pas des informations ML, je pense que le Fonds monétaire international, il attend les résultats des législatives, oui. Je pense que pour le Fonds monétaire international, c'est important qu'un Parlement soit là pour qu'il fait le travail qui n'a pas été effectué jusque-là quand on parle de réforme. Mais est-ce que ce Parlement peut vraiment déjà, est-ce qu'il porte les réformes qui sont au niveau de l'accord primaire entre la Tunisie et le Fonds monétaire international? Est-ce que le Parlement a tous les outils de faire ces réformes-là? Ce sera le travail des technocrates au sein du gouvernement, de la présidence de la République. Mais ces réformes qui vont proposer des projets de loi. Exactement, mais c'est des projets de loi qui vont passer par le Parlement. On va voir qu'est-ce qui va passer au niveau du Parlement. C'est vrai que c'est un peu c'est compliqué, oui. C'est un peu prématuré maintenant. Surtout qu'on n'aura pas un Parlement de partis politiques ou de blocs de partis politiques. Même dimanche, même si on va annoncer les résultats, ça sera 161 non. On n'aura aucune idée sur les blocs parlementaires. Est-ce que c'est un parlement de droite? Est-ce que c'est un parlement de gauche? Est-ce que c'est un parlement conservateur? Personne ne le sait. C'est un parlement d'individus, je crois. D'individus, surtout que Lizzie, elle a présenté un chiffre très très important, que jusqu'à présent, il y a 23 candidats au deuxième tour qui sont partisans. Et il y a une seule personne partisane qui a gagné au premier tour. C'est-à-dire, au meilleur des cas, on aura 24 députés qui appartiennent à des partis politiques sur 161. Donc, ça sera vraiment un parlement d'individus. Oui, ça va être une nouvelle expérience en Tunisie qu'on découvrira à Moazazaya. Alors, je rappelle qu'on est en train de faire le tour de table et qu'on est en train de commenter l'actualité Moaz. Et on arrive au jugement. Les jugements des civils devant les tribunaux militaires, qui est une chose, réprimable et condamnable, que tous les militants des droits de l'homme sont en train de condamner, ils luttent contre cela. Même, on n'a pas vraiment besoin d'être militant des droits de l'homme pour condamner une chose pareille. Donc, les civils qui comparaissent devant les tribunaux militaires, on revient un peu sur les verdicts prononcé contre l'avocat Mahdi Zaghlouba, contre le député ou l'ancien député Makhlouf, je crois contre Lachtriali aussi, oui. Et on a aussi une autre figure politique, une militante politique de la gauche, qui appartient au Front du Salut, national. Oui. Il s'agit de Shaima Issa, qui va comparaître demain devant le tribunal administratif. Militaire. Magari aurait dit l'italien. Non, c'est pas le tribunal administratif, c'est devant le tribunal militaire, mais avec un arsenal un armada d'accusations gravissimes. Bien sûr, il y a entre autres les accusations basées sur l'article 24 du décret-loi 54. Exactement, et donc Shaima, elle est convoquée devant le tribunal militaire
pour incitation aux militaires à la non-obéissance d'ordre. Emel, je vais commencer par un truc plus général. C'est très beau d'écrire des constitutions et de passer du temps et applaudir en 2014 quand on adopte une constitution, et maintenant on fait un référendum et on adopte une constitution en 2002 avec de très très beaux principes que les civils doivent être jugés devant des tribunaux civils, et après donc rien ne change réellement pour les citoyens tunisiens. Parce que les députés n'ont pas eu la volonté aussi de changer bien sûr, la parce chose, que ils auraient dû retirer cette loi, ils auraient dû l'annuler cette loi. Bien sûr, parce que celui qui est au pouvoir, donc il profite de ces lois-là envers ses opposants. Même avec Mansour Marzouki, on a vu Ayoub Massaoudi, donc, qui était son conseiller. On a vu en 2014 Yassine Ayari, et la liste elle est très très longue. Donc c'est vrai que ce n'est pas nouveau, donc, pour être cohérent, mais malheureusement il y a ce code de justice militaire, il y a certains articles qui n'ont pas été amendés depuis 1957, tel que l'article 91. Mais peut-être un code, voire des civils devant des tribunaux administratifs en Tunisie, on pouvait le permettre en 1957, c'est la construction de l'État. La Tunisie sort donc d'une phase de colonisation. Il y a des craintes envers des coups d'État et des coups politiques, mais là, après tout ce... Moi, je te rappelle qu'à l'époque aussi, il y avait les tribunaux d'exception. Bien sûr. Le tribunal de sûreté de l'État. Et maintenant, tout cela a disparu, exactement. Normalement. Mais ça n'a pas disparu. Et le comble, je ne sais pas, peut-être je ne suis pas juriste, mais c'est une première que Mahdi Zagroub, Saïfeddine Makhlouf et les autres sont jugés pour la même accusation devant deux tribunaux. Un tribunal judiciaire et un tribunal... un tribunal civil et un tribunal militaire. Et ils font, ils subissent deux peines pour un même fait. Sachant que la constitution de Qais Saïd, donc de 2022, il y a les trois tribunaux que les Tunisiens et les Tunisiennes peuvent être jugés devant les tribunaux, et c'est écrit noir sur blanc: des tribunaux financiers, des tribunaux judiciaires et des tribunaux administratifs, et il n'y a pas de tribunaux militaires. Et le comble avec Shaima Issa, elle a fait une déclaration. Donc la déclaration, c'est qu'elle a demandé aux militaires de ne pas assurer donc les élections législatives, parce que ce sont pour elle des élections législatives non légitimes. C'est une vision, je ne pense pas que Shaima Issa a le pouvoir donc d'appeler ou d'inciter les militaires à la non-obéissance. Je ne vais pas citer d'autres noms pour ne pas les traîner devant les tribunaux militaires, mais je ne sais pas, je me demande pourquoi il y a certains notre hommes politiques qui ont fait des déclarations plus fortes que celles de Shaima Issa envers les militaires, qui les ont appelés vraiment à désobéir, mais il n'y avait rien contre eux. Est-ce que c'est de poids, de mesure aussi? Mais j'appelle pas, je précise, Emel, de traîner les gens devant les tribunaux militaires. Et surtout, c'est une première qu'on va appliquer le décret-loi 54 avec son fameux article 24 devant un tribunal militaire. Moi, personnellement, je fais partie du comité de soutien de Shaima Issa. Il y avait eu 30 personnalités qui ont formé ce comité de soutien, avec Sana Ben Achour, Mouna Kraïm, Kamel Jandoubi et pas mal d'autres de figures pour soutenir cette cause-là. Personnellement, je ne peux pas être indifférent devant des Tunisiens. On peut avoir des différences avec eux sur le plan politique, on peut ne pas avoir les mêmes avis, donc je ne suis pas d'accord à 100% avec les déclarations de Shaima Issa, mais ce n'est pas normal qu'en 2023, aujourd'hui, en Tunisie, et on parle d'un 25 juillet donc, qui va assurer la démocratie et les droits de l'homme, que des Tunisiennes et des Tunisiens sont devant des tribunaux administratifs. Pourquoi ils n'ont pas porté des armes, ils ont fait des déclarations. Sachant qu'il y a eu des faits très très dangereux en Tunisie. On a vécu donc des attentats terroristes, et les gens qui ont fait ces attentats-là sont jugés devant des tribunaux donc civils. Donc, exactement. Le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme. Mais malheureusement là, celui qui est
au pouvoir, il profite de ces textes-là, il profite de ces lois-là pour les appliquer contre ses opposants. Pour punir ses Exactement. opposants, en quelque sorte. On va finir, moi, très rapidement avec cette grève générale qu'on a failli avoir Ouais. hier. On a échappé belle. Avant-hier et hier, je crois. Hier et Hier, aujourd'hui. hier et Oui, aujourd'hui. oui. Normalement, la grève aurait dû, devait commencer le mardi à 18h dans tous les aéroports de Tunisie. Les Et à ports, 6 les heures du ports matin, aussi. Les ports, non, les aéroports auraient Étaient les premiers, oui. aurait dû commencer la grève donc à 18h. Et pour les autres entreprises nationales de transport public, terrestre ou maritime, la grève aurait dû commencer hier à 6h du matin, mais heureusement que ça a été reporté, donc on a échappé Oui, à 2 jours, oui. jours de calvaire. À 2 jours de calvaire, et la réunion entre les représentants du ministère et le syndicat des transports s'est terminée à 2h du matin. Du matin hier. Et à 2h, avant-hier. Et à 2h du matin, on ne savait pas est-ce qu'il y aura grève ou il n'y aura pas grève. Bon, je ne sais pas pourquoi le gouvernement, à chaque fois, il laisse à la dernière minute pour entamer des négociations pour un secteur qu'on sait tous, c'est un secteur très très important pour les Tunisiennes et les Tunisiens. Il y a des gens qui ont annulé leur vol, il y a des gens qui ont pris des jours de congé pour ne pas aller travailler et subir les conséquences de la grève. Il y a aussi une grève qui a été annoncée au niveau du secteur de santé. On a vu aussi que les enseignants universitaires aussi, ils commencent à bouger, et il y avait une manifestation donc pour les enseignants universitaires ce matin. Donc le climat social n'est pas sain, Amel. Le pouvoir d'achat des Tunisiens s'est dégradé. On ne voit pas donc que ce gouvernement, où il n'y a pas de gouvernement pour moi, le président Kais Saïed, c'est lui qui préside le pouvoir exécutif, donc envers les travailleurs tunisiens, envers les fonctionnaires tunisiens, la situation de tous les Tunisiens, elle est en train de se dégrader. Je pense que post-25 juillet, le président de la République est en train de mettre l'UGTT dans un cadre social, socio-économique, donc pour faire de l'UGTT une structure de négociation, mais même l'UGTT, dans ce cadre-là, elle joue son rôle, elle peut être très très forte, donc elle peut défendre donc ses adhérents après tout, mais en parallèle à ces grèves ou ces annonces de grève, l'UGTT prépare avec un ensemble d'autres structures et d'autres organisations nationales, une feuille de route qu'ils vont proposer pour le président de la République pour entamer. Non, je ne pense pas qu'on a. Elle sera présentée quand, proposée quand elle sera c'est pas des informations, c'est des lectures. Elle sera pas prête avant le mois de février parce que les commissions, je pense que demain il y a une réunion que les commissions vont travailler. Mais la grande question, est-ce que le président de la République va accepter ce dialogue et va accepter cette feuille de route? Point d'interrogation. Moi, je ne le pense pas, honnêtement. Bon, on peut mettre un point d'interrogation, mais on verra. Mais certainement, le climat social sera de plus en plus dur avec des gens. Il y a un ras-le-bol général suite à la situation socio-économique. De toute façon, on est le 26 janvier, il reste que vraiment 4 ou 5 jours jusqu'à la fin du mois de janvier, et on sera au mois de février. J'espère que ça ne va pas tarder beaucoup plus que... Ça ne va pas tarder, je ne pense pas que ça va tarder. Merci Mouaza. Merci. On se voit jeudi prochain. Inch'Allah. Très bien, et donc dans un petit moment, je vais recevoir ma première invitée, qui est Madame Fettenbaki, enseignante de droit, et on parlera de l'activité de l'association tunisienne du droit tunisien des 11e journées Abd Fattah Hamad. A tout de suite alors.